Why not drop it down to 16 though? What's the difference between 18 and 16? I mean, look, I'm kind of the opinion if something is working, like you can keep going with it. I don't think that it's something that has to happen for young people to be engaged in politics or in policy making. But you know, always important to have the debate. Do you think that 16-year-olds are probably more EDP in their hearts, just because, you know? I mean, when you look at student vote, you know, it doesn't show that young people are that different from the general voting public, so I don't think it has that big of a difference. But I also think that doing something like student vote is fantastic, right? Because it gets people practicing voting. And you know, one of the biggest barriers that I've often found as to why people don't vote is because they're actually intimidated by the process, right? And often when I speak with young people about why they don't vote, it's, well, do I know enough? Am I, you know, well informed enough to cast this ballot? And I think the fact that you have an organization like Civics that does student vote across the country gets people engaged and prepared, and I think that's fantastic. Thanks very much. Alex is doing the youth voting story. Right. So yeah, what's your position on that? Do you think voting age should be dropped? Look, it's a live question. Electoral reform is a live question. We feel that it's a larger set of issues, and the appropriate place to start is not a private member's bill, but in larger consultations with Canadian people. What do you mean by like larger changes to the electoral process? Well, it's part of a larger set of issues, but it requires more consultation than the private member's process involves. Why not? Sorry, just quickly. Why not send it to committee though? Wouldn't that be part of a larger process? The answer is the same. Is that the best way to start that process would be through a larger dialogue with Canadian people that is not bounded by the committee process. The other quick thing is we're seeing from Foreign Affairs that there seems to be a call for the Canadians playing in the Russian KHL and Russian Belarus to state why they are still playing. Do you have any thoughts on that, on Canadians playing in the Russian Pro League? Well, we certainly have. We have certainly said to all Canadians that they should be careful if they travel to Russia or to Belarus. That applies to professional hockey players who are playing in Russia and Belarus, but obviously they make their own decision as to whether they stay. I appreciate they are trying to put bread on the table. And those kinds of very practical considerations are involved, but we have given them a very serious warning about a very serious possibility of danger, and so we saw what happened with the American athlete Greer, and so we've given that warning in all seriousness. It's up to them whether they accept it or not. Thank you. Juste une petite question sur est-ce que vous avez pris connaissance des commentaires de Jean Boulet, le ministre de l'Immigration du Québec, qui a dit que 80% des immigrants à Montréal ne parlent pas français. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis le fils des immigrants. Je peux vous dire que les immigrants arrivent ici pour recommencer leur vie, pour s'établir au Canada, pour travailler fort et pour s'assurer que leurs enfants vont avoir une éducation et les opportunités qu'ils n'ont pas eues dans leur ancien pays. Et donc, c'est complètement faux ce que M. Boulet a dit. Merci. We just have a lot of people to land at the mic. So. Oh, really? Okay. No. Keep it really tight. Don't do it. That's fine. Keep it tight. Is all I ask. Okay, good. Well, I'm really proud of the work that we did on the Right to Vote at 16 Act. I think this is a change that eventually is going to come to pass in our country, and it feels good to be on the right side of history. I want to thank all of the organizations along the way that helped out. Children First Canada, UNICEF, Vote 16 Canada. I think this government has some explaining to do because they're happy to consult young people, but when young people make a recommendation, they aren't even willing to vote to send it to committee. And I think that's something that they should explain to the young people that they engage across our country. And we're going to keep up the efforts. There's a bill in the Senate right now, Mary Lou McPhedran's bill. Hopefully it makes it to this House. I'm not going to stop because I think this is an idea that will make our country better if 16 and 17-year-olds are able to finally vote in our federal elections. I mean, what's you saw? I think by my count there was like 15 or 19 in the high teens, maybe, of Liberal MPs that voted with you. Yeah, we counted 20, but 20. Okay, yeah, 20. Sure. Okay, mine was 19, but 20 it is. What do you make of that?
Well, this is an idea that in 2005, the current government House Leader brought forward as a private member's bill, said he thought it was a great idea. So the government has also consulted youth. Just this past year, they put out a report called the State of Youth, and one of the recommendations in that report from the youth themselves was to urgently lower the voting age to 16. So, you know, I think that they should explain to young people across the country why they aren't willing to take that advice, and at least send it to committee so that we can hear from the young people themselves, hear from experts around the world, and find out why other countries that have lowered the voting age have had a positive experience with it. Est-ce que vous parlez français? Petit peu, not enough. No, sorry. Just a last question on that from me. During question period, Dominic LeBlanc said, I can't remember exact words, but something like he looks forward to working with you guys on issues like this in the future. Did you take that as like they might try and do this down the line somewhere? They were open to discussing it further? How did you interpret that? I was a bit confused by that as well. It seemed like he was implying there was some kind of opportunity, but the opportunity was really just a few minutes ago when we could have voted to send this to committee and move the bill forward and hear from witnesses. So I'm certainly open to talking to the government about how we make this bill a reality in the future. But today was a big opportunity, and I'd be lying if I said I wasn't a bit disappointed to see the vote result and to see so few Liberal MPs supporting it. All right. Thanks so much. Appreciate it. Good afternoon. Thanks for taking the time to do this. Today we're resuming the debate on C-29, which, given the week and Friday, the National Day for Truth and Reconciliation, is a really important piece of legislation. It perhaps isn't at the top of everyone's mind, but it is something that we need to advance. It is a mechanism for in terms of the National Committee on Reconciliation, National Council on Reconciliation, an accountability mechanism that we haven't had in the last few years, as this government has invested historic amounts into implementing the Truth and Reconciliation calls to action. So we're now at second reading. We're asking all parliamentarians to get together and move to third reading so that we can get the committee and we can have valuable input from other actors, civil society, and move this long-awaited bill along the parliamentary process so we now get it into the Senate. So, je répéterai en français. J'aurais peut-être déjà une question. Oh oui, allez-y. C29, c'est supposé d'avoir un comité qui fait état des progrès sur la réconciliation. Vous, depuis l'année dernière, depuis la dernière journée sur la vérité et la réconciliation, est-ce que vous croyez qu'il y en a eu des progrès? Vous les qualifiez comment? D'abord et avant tout, et surtout sur cet enjeu-là, on pense immédiatement aux appels 72 à 76 qui appelaient au gouvernement à investir de l'argent, du financement, de l'appui, des ressources spécialisées pour accompagner les survivants des pensionnats autochtones, pour en savoir plus, plus de vérité, donc précurseur de la réconciliation. On a vu avec les découvertes à Kamloops et autres qu'il y avait beaucoup de questions dirigées directement au gouvernement fédéral quant à son implication financière, mais aussi implication des effectifs à regarder les dossiers des documents qui existaient au sein du gouvernement fédéral et les donner à une tierce partie, en l'occurrence le Centre national de vérité et de réconciliation à Winnipeg, pour que les survivants qui cherchent plus de vérité, plus d'informations sur les leurs, les gens qui ne sont pas revenus dans leur communauté, des enfants tout jeunes jusqu'à l'âge de 3 ans, pour en savoir plus à ce qui est arrivé, que ce soit de l'information aux tombes anonymes ou que ce soit de l'information autre, pour pouvoir avoir une certaine forme de guérison ou de redevabilité vis-à-vis le gouvernement ou les instances qui ont commis des horreurs dans ces institutions. Donc, depuis ce temps-là, il y a eu des centaines de millions qui sont investis. Jusqu'à date, il y a 91 projets à travers le pays qui sont en cours, en voie d'exécution, au rythme des communautés pour respecter leurs vœux, puis l'importance de respecter ce que les communautés et ce que leur protocole leur dicte quant aux recherches, puis aux fouilles qui peuvent être très intrusives dans certains cas. Mais c'est un travail qui est incomplet. Et donc, c'est pas au gouvernement fédéral, certainement pas un gouvernement qui a été, ou les gouvernements qui ont été la cause
des pensionnats de se donner des notes ou d'évaluer le succès, mais d'être là pour accompagner. Donc, ce conseil, ce comité, ce groupe d'éminents personnes autochtones ainsi que des représentants des organisations nationales pourra être cette tierce partie, une organisation indépendante qu'on a financée il y a 2 ans à concurrence de 125 millions de dollars. Là, ça prend une législation pour donner des dents à ce qu'ils vont faire et évidemment donner des notes puis pour savoir le progrès pour toute la société au Canada des appels à l'action. Excusez-moi, je devrais le savoir, mais C-29, est-ce que ça passe assez facilement ou il y a de la résistance? Bien, il y a des questions. Et évidemment, les parlementaires sont dans leur droit de poser des questions. Je pense que côté principe, les gens sont d'accord, ils ont des questions. Là, il y a toutes les manigances qui peuvent exister au sein du processus parlementaire. Est-ce qu'on donne priorité à cette loi? Est-ce que c'est une loi qui devrait accélérer à un pas qu'on espère? Ça relève des dynamiques qui existent entre les partis. J'ai aucune indication du contraire pour l'instant, mais on aimerait que ça avance en 3e lecture puis en comité pour qu'on puisse en discuter par la suite. J'ai peut-être une dernière question, si oui, je peux. Vous parliez du progrès qui a été réalisé, notamment pour découvrir la vérité sur les temples anonymes. Le fait que le pape soit venu, ça, est-ce que vous avez vu ça comme un élément marquant de l'année dans la réconciliation ou c'est pas allé assez loin pour faire une différence? Bien, ultimement, c'est les survivants et leurs familles qui jugeront de la suffisance des excuses présentées par le Saint-Père. Je pense qu'il y a toute une gamme d'émotions. Des gens qui ont attendu depuis fort longtemps, des décennies, pour avoir ces excuses et puis qui sont satisfaits. Il y en a d'autres qui ne sont pas satisfaits du tout, puis il y a des gens qui sont entre les deux. Ultimement, ce seront ces gens-là, notamment les survivants, leurs familles, les communautés autochtones, qui jugeront de la suffisance. On a vu une évolution de la pensée du Saint-Père au cours de sa visite, avec ses excuses formelles présentées en tout début de voyage, et ensuite ses réflexions sur l'avion, après des témoignages très percutants de survivants directement. Puis j'ai pu voir de moi-même un pape visiblement ébranlé par ce qu'il avait entendu. Et l'accès à l'eau dans le Nunavik, je ne sais pas si vous avez vu un reportage de Radio-Canada aujourd'hui en disant que ça se détériore, en fait. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ça ne va pas dans la bonne direction? Il y a plusieurs raisons. Écoutez, c'est une région du pays qui est sous la régie de l'entente historique qui a été conclue avec Québec il y a au-delà presque... on frise le demi-siècle. La responsabilité de l'eau potable au Nunavik, c'est une responsabilité qui revient au provincial. Il reste que s'il y a des défis, des challenges, on est là pour les épauler. On parle de plusieurs communautés qui ont plusieurs défis, que ce soit des camions, que ce soit la forme de livraison d'eau, mais il y a beaucoup de solutions qu'on pourrait apporter dans notre rôle de partenaire fédéral dans cet enjeu clé, non seulement pour le Nunavik, mais plusieurs communautés du nord de l'Inuit Nunavut. Juste une petite précision sur ces 29. Est-ce que les institutions qui vont être créées avec ça vont être en mesure de donner une note sur l'avancement de la réconciliation? Bien, le Conseil national de réconciliation, c'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi qu'à chaque année, il déposerait un rapport auquel le gouvernement devrait répondre. Et donc, ce sera ça, la façon d'évaluer le progrès. Ce sera à eux de déterminer quoi, qui, quand et comment. Ensuite, est-ce que la suffisance d'informations qui sera partagée pour qu'ils puissent en fait faire une évaluation? On parle de personnes éminentes, que ce soit Willie Littlechild, Rosemary Cooper, Edith Cloutier, qui sont déjà sur le conseil intérimaire. Mais il y aura d'autres personnes qui font partie de ce comité. Ça va leur prendre l'information, la rétroaction, un travail avec le gouvernement, mais ça va leur prendre cette indépendance qui est entérinée dans le projet de loi pour qu'ils puissent présenter au Canada cette redevabilité et cette reddition de comptes auquel tout le monde s'attend.
Faire juste une précision, faire rapport de recul potentiel. Là, j'imagine, exemple, il y a une contestation judiciaire de C-92 à la Cour suprême. Ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Est-ce que cette institution-là pourrait faire rapport que ça recule, par exemple, au Canada? Bien, ça sera à eux de décider. Ce ne sera pas au gouvernement du Canada de dicter à ce conseil quoi faire, comment le faire. Il y a des paramètres, évidemment, dans le projet de loi. Et ce sera au Conseil de dire quel en est l'état. On espère beaucoup de la Cour suprême dans la décision C-92, mais c'est d'actualité maintenant, alors je ne me prononcerai pas plus que ça. Donc, bonjour à tous. Ces derniers jours, j'ai constaté avec effroi les dommages causés par l'ouragan Fiona, que ce soit dans l'Atlantique ou dans l'Est du Québec. Étant député de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et sachant à quel point les gens travaillent fort pour obtenir ce qu'ils ont, je suis profondément touchée par ce que j'ai vu et les témoignages que j'ai entendus. Je sais que de nombreux Canadiens sont encore confrontés à des difficultés importantes causées principalement par les pannes de courant et les inondations. Plusieurs ont perdu leur maison, tandis que d'autres ne peuvent rentrer chez eux, et un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises sont en difficulté. En tant que ministre du Revenu national, il était impératif pour moi de trouver un moyen d'aider les personnes touchées par Fiona. Par conséquent, dès que nous avons réalisé l'effet dévastateur de l'ouragan, j'ai tout de suite demandé à l'Agence du revenu d'entamer des discussions sur les moyens possibles pour soutenir les Canadiens qui seraient touchés par cet ouragan. J'ai été claire avec eux sur le fait que je voulais que l'Agence puisse aider les Canadiens en détresse. Je voulais m'assurer que l'Agence fasse partie de la solution. Par conséquent, j'annonce que l'Agence du revenu du Canada a pris des mesures exceptionnelles pour venir en aide aux Canadiens et aux entreprises de l'Atlantique, incluant les Îles-de-la-Madeleine, qui traversent cette épreuve. À l'heure actuelle, la priorité des personnes touchées sont leurs familles, la recherche de moyens de se nourrir, la recherche d'un logement et bien plus encore. C'est pourquoi nous avons pris la décision de prolonger jusqu'au 31 octobre la date limite de production et de paiement des déclarations de revenus T2, T3. Et la prolongation de la date limite s'appliquera aussi aux déclarations et aux soldes TPS, TVH. Nous allons suspendre les avis de correspondance envoyés aux organismes demandeurs et de bienfaisance touchés. Nous allons suspendre les contacts non nécessaires en ce qui concerne les activités de mise en conformité et finalement suspendre les appels sortants du soutien technique au centre d'appel de la gestion des créances. Cette période donnera aux Canadiens le temps nécessaire pour se concentrer sur les enjeux les plus importants de leur vie. Plusieurs d'entre vous ne seront pas en mesure de remplir leurs obligations fiscales en raison de circonstances entourant cette tempête. Je vous invite donc à communiquer avec le Centre d'appel et de gestion des créances au 1-888-863-8661. Vos demandes seront la priorité de l'Agence et ils seront traités au cas par cas. L'Agence fera tout son possible pour vous aider. Vous savez, la vision de l'Agence est les gens d'abord. Laissez-moi vous dire qu'en ces moments, cette vision est plus importante que jamais et c'est pourquoi nous avons mis en place cette approche proactive d'allègement. Je sais pertinemment qu'en ce moment, ces personnes souffrent énormément et nous ne voulons pas ajouter à leur fardeau. En terminant, mes pensées vont une fois de plus aux personnes touchées et à ceux qui ont aussi perdu des membres de leur famille. Bon courage à tous. Et maintenant, je vais laisser la parole à Peter pour la portion anglaise. Merci, Ministre, and thank you to Atlantic colleagues for being here as well, of course. To echo what the Minister has shared, the damages we've seen caused by Hurricane Fiona, both in the Atlantic and on the Magdalen Islands, are heartbreaking. Knowing that many Canadians are still facing hardships, be it from power outages, connectivity issues, and flooding, the Minister has tasked the Canada Revenue Agency to identify ways to support Canadians affected by the hurricane. Many have lost homes while others yet can't return. Small businesses are also suffering. The Minister just announced exceptional measures to assist Atlantic Canadians, including businesses who are going through this terrible time. These measures include extending the deadline for filing and paying T2 and T3 corporate income tax returns to October 31st,
extending the same deadline to GST and HST returns and balances that would normally be due September 30th. Suspending notices and correspondence sent to impacted applicant organizations and charities, suspending unnecessary contacts with respect to compliance activities, and finally, suspending outbound calls from the debt management call center to the impacted areas. Beyond these measures, anyone from the affected areas unable to meet their tax obligations due to the circumstances surrounding the storm are invited to contact the CRA's Individual and Business Inquiry Alliance. These requests will be prioritized by the agency and will be handled on a case-by-case basis. The agency's vision is people first, and good, high-quality service has been the minister's priority since day one. Let me tell you that the vision is more important than ever right now, and that's why we've taken this proactive approach to relief. We want to be there to help in any way that we can, and this is an example of just that. Thank you very much for your time. Open to questions. If I could, for Mr. Sfragiskatis, because most of the affected hurricane area was English-speaking, if you wouldn't mind, just if you can flesh this out a bit more. Some people are small business people and understand this. Some people aren't small business people and have never quarterly filed. So in a more fulsome way, what does this mean for small businesses, Cape Breton, PEI, Southwestern Newfoundland, Magdalen Islands, whatever, that got whacked? What does this mean? Deadlines that were in place for September 30th are being extended into the end of October. And what it means is that the worries that they might have had in that regard don't have to be met immediately. The deadline is being pushed forward, and we're acting in this proactive way because we know the stresses that they must be going through right now as individuals, as families, as business owners. So this is a message directly to them that the Canada Revenue Agency is putting people first and is extending the deadline accordingly. So if my small business was being audited, if my small business was in financial trouble and getting a lot of calls from back and forth from Revenue Canada trying to work things out, this takes away the pressure of having someone in Shawinigan or Sudbury calling me while I'm trying to fix my roof. And having that stress is not something that people need to be going through right now, and so and further information will be available in a technical briefing that is scheduled very shortly, as I understand it. But individuals who are worried about these kinds of things that you've brought up, the CRA is taking this proactive approach to make sure that people have one thing on their mind, and that is dealing with the challenges of the immediate moment. And one last English question before I hand over, but repairs take a while. Trades are only available in small amounts in small areas. It's hard to get a tradesman if the one carpenter in town and everything's been flattened. Is there a grace period beyond this? Like, if you were pushing off everything to Halloween, is there a possibility of pushing this to, say, New Year's Day or something like that, if recovery efforts, I expect, would be relatively slow? My understanding is that that is not being planned at the current time. However, we will certainly evaluate things as they evolve, and then taking a compassionate approach throughout, of course. Sure, colleagues. Madame Leboutillier, est-ce que ça touche toutes les provinces atlantiques? Oui, les provinces de l'Atlantique qui ont été touchées par Fiona et les gens les îles de la Madeleine. Donc, peu importe si la maison a été touchée ou non, l'échéancier est reporté. L'échéancier est reporté. Pour moi, ce qui était important, c'est vraiment d'enlever de l'anxiété sur le dos des Canadiens qui ont été pris avec les impacts de l'ouragan Fiona. Parce les gens doivent se concentrer sur ce qui est important pour eux actuellement. Fait ça a été reporté jusqu'au 31 octobre. C'est bon? Merci. Thank you. Thank you so much. Canadians in Russia should declare why they're still there, and it included Ms. Jolie's spokesperson included hockey players playing the KHL as Deputy Prime Minister. Just want to know what your thoughts are. I think Canadians who are in Russia should think very, very carefully about where they are, about the really dangerous environment in which they find themselves. And, Canadians
need to understand, and I think the overwhelming majority of Canadians do understand, that Vladimir Putin is waging an illegal and barbaric war. He is torturing and murdering Ukrainians. He is the biggest security threat Canadians face today, and none of us should be doing anything to support his war machine. I'm so sorry, I have to go to my next meeting. Rogers, what's your message to Bell Alliant Rogers, just for Nova Scotia? We're gonna, Francois Philippe and I will be meeting with the CEOs of the telco companies later today. Disappointing is a mild word for our view on the performance of the telecom providers in Atlantic Canada. It is just not acceptable. We will be making that very clear, and we will be insisting on excellent service for the people who need it right now, and on a plan so that this doesn't happen again. Thank you. Thank you. Former, your association with the Quebec Major Junior team, the St. John Sea Dogs. I'm just wondering if you have any opinion about Canadians playing in the KHL right now. Well, my own opinion is they shouldn't be playing in the KHL. I mean, that's my personal opinion. It's not my government stance. But, seeing what's happening in Russia, we've had players in the past from certainly, the CHL, Quebec Major Junior Hockey League, look at the KHL as an option, but we shouldn't be anywhere near that right now. And, I mean, it's hard for pro hockey if you don't make the NHL or you age out or skills or whatever. Pro hockey is such a harsh game, right, that KHL is seen as a way to make money to deal with all those years of hardship to get there. Yeah, for sure. I mean, a lot of players in Major Junior Hockey go play in Europe. There's all kinds of great hockey leagues in Europe. In fact, we've had many players from the St. John Sea Dogs and other teams go to Europe and have wonderful careers. But, again, my own opinion right now is anything involved with Russia, we shouldn't be over there playing at all. You're welcome. Yeah, good to see you. Vous me dites qu'il y a des joueurs qui sont obligés de jouer, qui doivent jouer. Moi, je pense qu'il y a de très bons calibres à part le KHL. C'est peut-être une question d'argent, mais je sais que Sweden, la Ligue de la Suède élite, est très, très réputée, est très forte. Puis ensuite, le Finlande aussi ont une très bonne ligue. Alors, il n'y a pas juste la KHL. Merci beaucoup. A story coming out that's saying Foreign Affairs, and I'm still reading it, is asking Canadians who play in the KHL in Russia and Belarus to explain why they're still playing in the KHL, given Ukraine, given everything else. What do you think? I'm just asking you out of the blue, but it is out of the blue. But I don't know. Sports is a difficult thing when it comes to dealing with it. They had this in pro tennis, whether or not some of the individuals from Russia should be allowed to play in the Australian Open and Wimbledon. And generally, governments have tried to keep politics and sports separate, right? Because that's the beauty of sport. Now, this is professional sport, which is a little different than amateur sport. But asking people to give up their ability to make a living, well, that's a tough question on the KHL. Are there many? I don't even know if there are many Canadians playing in the KHL. There's a question of, if you do that, then do you have to expel the Russians out of the NHL? Right, because you would have to do both. Yeah. There'd be some fans in Canada that wouldn't probably be happy with some of the Russians being thrown out. A little bit, yeah. So. And I guess CB answers the question. 48 Canadians in the KHL. 48? 48. Wow, that's a lot. Money, or they couldn't make the NHL. I don't know. Life can be cruel sometimes in sport. So. Yeah. So the KHL, is it I don't know enough about it. Is it exclusively in Russia? Do they play all over Eastern Europe? I think that I thought there was a couple teams that were outside of Russia proper, just because it's a pretty big league, Well, anything that supports the Putin regime, I would be opposed to. I think we're not doing enough on sanctions. A great example, because I'm obsessed with fish, is that Japan broke all of its contracts with Newfoundland buying snow crab, and now buys all its snow crab from Russia. It's at a lower price, so as a G7 partner, they're doing that. And the problem with that, and the reason they can do that, is food is exempted from the sanctions. But it's not food going into Russia. It's snow crab coming out of Russia and going to Japan, sending in dollars from Japan into Russia to help fuel things. So I think there's a problem
with the way we manage sanctions on food. So there's a lot of issues with how we resolve Russia. I know it's a long way from the KAA. I can't pass up the opportunity. OK, on va faire ça vite. Donc, je présente Joël Godin, qui est le ministre du Cabinet fantôme en charge des langues officielles, qui va nous parler de C238. Alors, bonjour tout le monde. Évidemment, cet après-midi, on va voter sur le projet de loi C238 qui est proposé par le Bloc québécois. Il faut remettre dans le contexte que ce projet de loi-là a été déposé en février 2022 et le gouvernement a déposé C13 le 1er mars 2022. Alors, à l'époque, peut-être que c'était pertinent, mais aujourd'hui, nous, on va voter contre parce que l'on veut tout simplement travailler avec C13 en comité pour faire en sorte d'améliorer et avoir plus de mordants dans cette loi-là. Quel message croyez-vous que ça envoie sur la protection du français? En fait, nous, on va travailler pour protéger le français. Maintenant, le message est clair. Nous, on veut travailler de façon efficace avec un processus tout à fait formel et fort avec le projet de loi C13. Disons qu'un projet de loi émanant d'un député est beaucoup moins fort qu'un projet de loi du gouvernement. Si les amendements que le Bloc amène en comité sur C13, est-ce que vous allez les appuyer? Parce que vous dites que c'est avec C13. En fait, nous, comme vous savez très bien, nous avons une très bonne collaboration avec les partis d'opposition pour faire en sorte que le projet de loi C13 soit efficace et qui arrête le déclin du français, surtout au Québec. Est-ce que les amendements, parce que le Bloc dit on va les mettre aussi en C13 en comité? Là, on parle d'un projet de loi versus des amendements. On va attendre de voir les amendements et on va travailler avec M. Beaulieu et le NPD pour faire en sorte d'améliorer le projet de loi C13. Une autre question. C'est la première fois que votre parti, M. Paulier-Métellier, vote sur un projet de loi sur le français. Vous le refusez, vous l'avez accepté avant. Quel message ça l'envoie, là, que c'est dès le premier projet de loi, on refuse? Bien, je pense que vous faites une association très facile parce que moi, ce que je peux vous dire, c'est que notre nouveau chef est un défenseur du fait français et comme il l'a dit dans son discours de la victoire, même ses enfants, leur première langue, c'est le français. Monsieur Paulier, j'aimerais vous entendre sur le chemin Roxham. Oui. Les conservateurs, si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez pour jubiler? Ben, depuis 2017, ça fait 5 ans, c'est la même chose. On n'a jamais changé de position là-dessus. Il faut modifier l'accord des pays tiers sûrs. Il y a un problème dans l'accord. C'était pas prévu dans cet accord-là que si on traversait en dehors des postes frontières officielles, que l'accord qui disait vous demandez l'asile dans le premier pays dont vous arrivez, ça ne fonctionne pas. Fait que ça fait depuis le début qu'on dit parlons aux Américains, négocions avec les Américains. Le gouvernement nous répond qu'ils discutent, mais ils ont de la difficulté à passer le point. Donc là-dessus, on n'a pas les détails pourquoi les Américains ne veulent pas, parce que de ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont des discussions, mais ça n'aboutit pas. Mais simplement de modifier l'accord des pays tiers sûrs et le fait de demander l'asile, peu importe on est où sur la frontière, aurait la même condition, c'est que ça serait refusé. On dirait aux demandeurs d'asile, demandez aux États-Unis. Et la même chose, si quelqu'un arrive au Canada et qui veut traverser aux États-Unis, il va se faire refouler par les Américains. C'est vice-versa. Ça va des deux côtés. Donc, vous feriez exactement la même chose que les libéraux? C'est ce que les libéraux essaient de faire, c'est de changer l'accord, négocier. Mais c'est ça ne fonctionne pas. Là-dessus, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec les négociations, pourquoi ça aboutit pas. Mais il y a une chose, par exemple, l'autre chose qui peut être faite, quand la frontière a été officiellement fermée durant la pandémie, l'accès est interdit aux demandeurs d'asile. Donc, quand les demandeurs d'asile, s'il y en avait qui arrivaient, ils se faisaient dire non, on n'accepte pas une demande parce que notre frontière est fermée, on vous retourne. C'est ce qui a été fait pendant la pandémie. Alors, pourquoi le Canada ne pourrait pas décider unilatéralement de garder sa frontière fermée dans les mêmes conditions que durant la pandémie? Puis je vous invite à vérifier si c'était le cas. Fermer la frontière, Non, mais lorsqu'on fait une demande d'asile, on le fait quand on arrive dans les aéroports. Ça se fait déjà depuis toujours. Mais lorsqu'on arrive par la frontière terrestre, en arrivant des États-Unis, ça n'a pas lieu parce qu'il y a un accord entre les deux pays. Il y a un problème dans l'accord qui n'est pas réglé. Mais en attendant, je veux dire, le Canada le fait dans la pandémie, les frontières ont été fermées et les demandeurs d'asile ne pouvaient pas demander l'asile. Donc, ça pourrait se faire. On ne pouvoir demander l'asile nulle part à la frontière. C'est ce qui est supposé d'être, c'est parce que l'accord a été mis en place pour ça, mais le problème, c'est le même problème depuis 5 ans, Mme Bouzetti. On peut quand même encore demander l'asile à la COL ou à des postes hospitaliers officiels. Non, on ne peut pas. Non, parce que l'accord, justement, empêche ça. C'est ça, on le demande et on se fait renvoyer. Et voilà. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'on devrait tout fermer, il n'y a plus de demandeurs d'asile à la frontière. C'est pour ça qu'il y a l'accord des pays tiers sûrs. C'est juste qu'il est mal géré, qu'il a mal été négocié, parce que ça devrait être ça, d'un côté ou de l'autre. Si on demande l'asile dans le premier pays où on arrive, c'est ça l'accord des pays tiers sûrs. Comme en Europe, cet accord-là existe dans les différents pays d'Europe. J'ai eu des rencontres à un moment donné, des rencontres de l'OTAN. On était avec ceux qui s'occupent des frontières là-bas. C'est le même principe. Donc, ce principe-là, actuellement, il y a un problème parce que l'accord n'est pas clair. Et là,
Ça serait pas, ça fait 5 ans. Ils ne veulent pas, ça fait en sorte que ça ne change pas. Donc vous... Bien, la question, là, il faut la demander aux négociateurs. Je vous dis pas qu'on va être capable, mais je vous dis que c'est la chose qui doit être faite. Ça fait 5 ans qu'on le demande. Ça a toujours été la même demande depuis 5 ans. Le gouvernement dit qu'ils ont des discussions. Bon, il faudrait leur demander à eux, c'est pourquoi que ça aboutit pas. Est-ce que les Américains ne veulent pas et pourquoi les Américains ne veulent pas? Ça, je ne le sais pas. C'est eux qui ont le gouvernement. Pourquoi ne pas se retirer unilatéralement de l'accord? Ben, c'est parce que c'est comme le Bloc québécois. Le Bloc québécois demande de se retirer de l'accord. Ça, la raison pour laquelle le Bloc demande ça, c'est que ça permettrait aux demandeurs d'asile de se présenter au poste frontière, n'importe lequel sur la frontière canadienne, et de demander l'asile au Canada. Nous, on dit que ça n'a aucun sens. La raison du Bloc de faire ça, c'est qu'actuellement, le trafic vient au Québec. C'est le Québec qui absorbe beaucoup d'immigrants, alors que si on faisait comme le Bloc demande, ça serait réparti sur l'ensemble de la frontière canado-américaine, mais ça ne fait aucun sens. Je veux dire, tout le monde se présenterait, la majorité des gens auraient juste à se présenter au poste frontière, demander l'asile. Vous imaginez le nombre de personnes qui pourraient faire ça? C'est pas... La meilleure chose à faire, c'est d'avoir l'accord des pays tiers sûrs, mais modifié pour que les gens qui veulent traverser ne puissent pas. Merci. Merci. Bonjour tout le monde, Alexandre Boulris, député néo-démocrate de Rosemont-la-Petite-Patrie. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est extrêmement préoccupé au NPD par la hausse du coût de la vie. Beaucoup de personnes, de travailleurs, de travailleuses, de familles en arrachent avec des prix, notamment à l'épicerie, qui sont devenus absolument scandaleux, qui sont difficiles à suivre, puis les familles sont obligées de faire des choix qui sont déchirants. Pendant que les compagnies, ces grandes chaînes d'alimentation font des profits records bien au-delà du taux d'inflation d'ailleurs et que les PDG ont des salaires astronomiques qui s'en mettent plein les poches et s'offrent des bonis. On trouve qu'il y a là quelque chose d'absolument scandaleux. Il faut faire la lumière là-dessus. C'est pour ça que je suis très fier de la motion de mon collègue Alistair McGregor qui va être présentée au comité de l'agriculture cet après-midi parce qu'au NPD, on demande une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans nos épiceries. Comment ça se fait que les prix sont si élevés? Et puis, faire venir des témoins, des experts, mais aussi les propriétaires et les dirigeants de ces grandes épiceries-là pour qu'ils répondent aux questions des parlementaires, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme recommandation pour changer la donne, pour faire en sorte que les gens cessent de se faire voler par ces riches PDG qui, sérieusement, profitent de la situation et se servent de l'inflation comme un prétexte pour augmenter leurs bonus puis leurs profits. J'aimerais vous poser une question sur le chemin Roxham. Excusez-moi, je suis complètement ailleurs. Ça ne m'étonne pas. Vous feriez quoi au NPD avec le... Est-ce que la situation d'un vous préoccupe beaucoup, pas du tout? Et qu'est-ce que vous feriez? Bien, la situation est préoccupante depuis des années, puis les libéraux se sont traînés les pieds au point où les installations temporaires sont en train de devenir permanentes là, au chemin Roxham, puis il y a des contrats qui sont donnés de gré à gré sans appel d'offres. Ça, c'est très préoccupant aussi, connaissant le passé des libéraux dans l'octroi de contrats. Mais on en revient toujours à l'accord des tiers pays sûrs avec les États-Unis. On est dans une situation où si quelqu'un arrive des États-Unis, arrive à un poste frontière normal, légal, à la colle, par exemple, il va se faire retourner en disant « Vous arrivez des États-Unis, c'est considéré comme un pays sûr, vous n'avez pas aucun dossier valable pour demander asile au Canada. » Alors, les gens finissent par le savoir, passent par un chemin irrégulier pour se faire arrêter. Ensuite de ça, ils peuvent avoir un dossier qui va être ouvert, puis ils vont rentrer dans une machine pour être traités. Alors, c'est complètement absurde comme situation. Évidemment, comme gouvernement, on n'a pas de contrôle sur le flux migratoire, sur les demandeurs d'asile qui ont un paquet de raisons extrêmement légitimes pour essayer de vouloir une vie meilleure pour eux autres, leurs familles puis leurs enfants. Mais là, on est dans une situation où, à cause de cet accord-là, bien, on a comme deux traitements en ce moment, un qui est régulier, un qui est irrégulier, puis il faut passer par le irrégulier pour avoir une ouverture de dossier. Alors, il faut suspendre l'accord des tiers pays sûrs avec les États-Unis et ensuite de ça, être capable d'avoir un système qui va être unique et valide pour tout le monde. Puis l'idée de fermer le chemin Roxham ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un chemin parmi d'autres, une frontière qui est immense avec des centaines de kilomètres. Si on ferme cette route-là, ils vont passer par le boisé à côté ou le champ à côté jusqu'à temps qu'ils croisent un policier qui va les arrêter. Ils vont dire « Je fais une demande d'asile au Canada ». La misère humaine ne va pas arrêter. Et on ne fera pas de mur là, non plus là, à la Donald Trump, c'est impossible, on le sait. On a des responsabilités d'un devoir humanitaire d'aider ces gens-là. Il faut avoir un système où ça va être partout pareil sur la frontière. Avant que le chemin Roxham soit découvert, il n'y en avait pas des dizaines de milliers de gens qui passaient par la forêt ou par le marécage pour rentrer au Canada. Pourquoi tout d'un coup, ils continueraient? Bien, parce que depuis, et on l'a vu avec les années de Donald Trump aux États-Unis, on a eu un afflux de migrants qui viennent d'Amérique centrale la plupart du temps, qui passent par les États-Unis. Ça ne fonctionne pas aux États-Unis, espèrent avoir une meilleure vie au Québec puis au Canada.
fermer un chemin ou rouvrir un chemin, ça ne va rien changer dans le fait que ces gens-là risquent leur vie, se déplacent pour essayer d'avoir une vie meilleure. Puis nous, on a une responsabilité de les accueillir, mais en même temps, on a un système qui est complètement bancal en ce moment. J'aimerais vous entendre réagir sur ce qu'on vient d'entendre. Les conservateurs vont voter contre le projet de loi du Bloc. Les libéraux aussi, donc, il va être rejeté. Qu'est-ce que vous avez? Bien, nous autres, au NPD, la défense du français, c'est vraiment dans les choses qu'on met de l'avant depuis des années. Je me rappelle avec Jack, avec M. Molker comme chef. On a déjà voté en faveur de ce projet de loi du Bloc parce qu'on pense que c'est correct que la Charte de la langue française au Québec soit appliquée et à la Banque royale et à la Caisse des Jardins, parce qu'on a en ce moment un système qui est un peu différencié, pour donner des droits aux travailleurs et aux travailleuses. L'objectif pour nous, c'est que les gens puissent travailler en français, puis communiquer avec leur employeur en français, communiquer avec la clientèle en français également. Alors, la dernière fois, on a voté pour le projet de loi du Bloc québécois, puis cette fois-ci, on va encore voter pour le projet de loi du Bloc. Avez-vous une traduction française pour greedflation? Non, j'essaye d'en trouver une, parce que avarice ou cupidité, c'est les bons synonymes, mais malheureusement, encore une fois, c'est plus catchy, greed inflation. Séraphinflation. Merci de la suggestion, M. Proulx. Je veux juste revenir à l'entente, c'est Pierre Pétul. Donc, vous dites on le suspend, mais la conséquence de ça sera que tout le monde qui arrivera à n'importe quel poste frontière pourra être accepté comme réfugié. Ça risque pas de faire juste augmenter les chiffres. Non, je pense que ça va faire en sorte que tout le monde va rentrer dans le même système. Il va être traité de la même manière, puis on va arrêter cette situation ridicule où les gens doivent venir de manière irrégulière pour pouvoir ouvrir un dossier ici. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que plus de gens vont partir du Guatemala ou du Honduras, là. Oui, mais en ce moment, les gens qui arrivent à la colle, ils sont refoulés aux États-Unis. Là, on ne pourra plus les refouler. Bien, c'est parce que ça fait des années qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas arriver à la colle puis qu'ils passent par Roxham. Merci tout le monde. Bonne journée. Non, là, on est... non, mais c'est pas des farces. On a vu une unanimité vraiment consensuelle des partis d'opposition, les libéraux et les conservateurs, contre le français. C'était assez simple ce qu'on demandait, dans le fond, d'appliquer la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale et puis d'accueillir les nouveaux citoyens en leur demandant une connaissance du français. Je pense qu'il n'y avait pas plus simple, un geste simple à faire pour reconnaître la nation québécoise et sa langue officielle. Je suis un petit peu abasourdie là, du vote des libéraux, des Québécois libéraux, des conservateurs québécois. Je suis abasourdie de voir qu'ils ont posé ce geste aujourd'hui de refuser de faire passer ce projet de loi-là à l'étape du comité. Vraiment, je ne comprends pas et c'est assez clair que les seuls grands défenseurs de la langue française au Québec, ce sont les députés du Bloc québécois. Ils s'en remettent à C13, j'imagine? Bon, c'est ça, c'est un peu l'excuse de C13, mais on sait que C13, mon collègue de la Pointe-Lyne, Mario, va travailler là-dessus, mais la deuxième partie du projet de loi n'est pas comprise dans C13. Et on comprend que quand on veut obtenir notre citoyenneté, au Canada, ça prend à peu près 5 à 6 ans l'obtenir, on a le temps d'apprendre notre français et puis d'être membre à part entière de la nation québécoise en s'intégrant, puis en parlant, puis en apprenant le français. C'est une fausse excuse, là. Là, il y a eu une décision des libéraux et des conservateurs de mettre fin à un projet de loi qui était un premier geste, un premier test pour dire on prend ça au sérieux. Il y a déclin du français, on prend ça au sérieux, on vous le témoigne aujourd'hui. On va permettre au projet de loi C-238 d'aller en troisième lecture en comité. Je trouve ça vraiment décevant puis inexplicable. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces 13 quand même? Mario? On va voir, c'est sûr qu'on va ramener l'application de la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales dans ces 13 en amendement. Puis on va voir, est-ce que M. Poilievre va continuer son recul ou est-ce qu'ils vont se rallier? Là, il y a un virage, là. Les libéraux, on le sait, ils ont des belles intentions, mais quand c'est le temps d'agir, ils font rien. Là, on avait confiance que les conservateurs... Avec le nouveau chiffre, M. Poilievre, par rapport à ce qu'il y avait avant comme leadership? Ben oui, tout à fait. Bien, on le voit, là, parce qu'on se sent très, très inconfortable, les députés conservateurs québécois. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais M. Raes a voté pour.
Ils étaient libres de voter. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a bien des députés du Québec aussi qui se sont levés et qui ont voté contre mon projet de loi. Et ça, pour moi, c'est inexplicable. Tu ne peux pas être contre ce projet de loi-là parce qu'au Québec, c'est pas l'anglais qui est menacé, c'est le français. Me semble que pour moi, c'est tellement simple. Aurait-il été plus stratégique de diviser votre projet de loi en deux, la première partie, la deuxième partie? Je pense que c'est pas vraiment ça le fond de la question. C'était divisé, c'était deux projets de loi lors de la dernière législature, là? Oui. Mais pas nécessairement, parce qu'on a vu le NPD ont toujours été contre la deuxième partie, mais au moins ils ont voté pour que ça soit débattu en comité. Parce que ça n'a pas de sens que quelqu'un peut avoir sa citoyenneté à partir du Québec sans connaître le français. C'est juste une façon de donner des outils pour vraiment s'intégrer, faire partie de la société québécoise. Donc, vous n'achetez pas l'argument des conservateurs comme quoi le timing n'était plus là avec maintenant le dépôt de C13? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vraiment pas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.